Jacques est prêt? C'est parti pour l'interview. L'interview du VRF Show. On est super content de recevoir un rappeur dont tout le monde parle, qui est venu un peu comme, passez-moi l'expression, comme un cheveu sur la soupe. Benjamin Epps. Yes. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Ça va, ton planning n'est pas trop chargé en ce moment? Ça va, tout se passe bien. On fait les choses comme il faut avec la team. Donc je suis content. Je suis content d'être là ce soir. Ah, ben nous ça nous fait plaisir. Je suis content d'être là. Tu vis la vie que t'aurais aimé depuis longtemps quand même là. Ouais, c'est une étape, c'est une bonne étape. Bonne chose de faite. Maintenant, il reste, je pense, à mon sens, à mon avis, beaucoup de boulot. Et voilà, va falloir faire le taf, quoi. On va te porter chance. On t'a tous connu quasiment. Bon, t'as eu une petite carrière avant, quelques projets sortis. Yes. Avec ton l'avant-dernier, Le Futur, qui est sorti en décembre 2020. Ouais. Là, on te reçoit pour Fantôme avec chauffeur, qui est sorti vendredi dernier. Yes, en collaboration avec le chroniqueur Save. Ça, tu fais bien de le préciser. Merci de préciser. C'est vrai que c'est pas mon projet uniquement. Voilà, c'est vraiment un projet, presque un projet. C'est un projet commun. C'est un projet collab, ouais. C'est une vraie collab. Tel Arsenic Jimmy Finger, quoi. C'est ce truc de. Ouais. Et moi, j'ai une question. Alors, moi, je suis un fan de films français. D'accord. Ok, je vois ta question, mais je la vois venir à des kilomètres incroyables. Et quand je vois, bien sûr, ça a été téléphoné, on a travaillé l'émission ensemble, c'est très bien, Benjamin, justement. Et quand je vois que tu as choisi d'appeler ton projet, que vous avez choisi d'appeler votre projet Fantôme avec chauffeur, je me dis, putain, le film est éclaté. À la base. Mais tu sais, j'ai la réflexion, mais de tout le monde. Je sais que c'est pas le meilleur film de Philippe Noiret et Gérard Jugnot, j'en suis conscient. Ouais. Mais quand t'es petit et que tu vois des mecs qui parlent dans les écrans de télévision et tout ça, ça fait un kiff, quoi. Et c'est le film qui a le plus mal vieilli, je crois. Il est incroyable, ce film. C'est incroyable. Et tu vois, le clin d'œil m'est vraiment venu quand on faisait le projet avec le chroniqueur. Ouais. Et qu'on cherchait à vraiment faire un truc conceptuel, tu vois, à faire un truc cohérent du début jusqu'à la fin et tout. Et l'idée, lui, du masque, ça m'a directement inspiré le fantôme avec chauffeur, quoi. D'accord, c'est quand même dingue d'avoir cette ref, ça rend lien avec ce film, on est d'accord. Ouais, non, mais on est d'accord. Pour ceux qui n'ont pas la ref. J'avais pas du tout la ref, moi je pensais que c'était moi, une fantôme, la voiture, quoi, la Phantom. D'accord. Je connaissais la ref, tu l'avais dit, mais moi, film français, je suis ni. Moi, c'est une dépendance de ma culture. Qui est sorti en 96 de mémoire, c'est Houry qui réalise le film. Gérard Houry. Je ne sais plus si c'est Gérard Houry. Avec Philippe Noiret et Jugnot. Et pour contextualiser rapidement, en fait, c'est un homme d'affaires qui a un chauffeur. Exactement. L'homme d'affaires meurt. Et le lendemain, son chauffeur meurt. Et il se retrouve dans l'au-delà. Et en fait, c'est un film avec des jeux vidéo, mais bizarres, mais complètement nul, en fait. Et l'assassin cherche à récupérer l'œuf de Fabergé qui appartient au Donc voilà la référence du... Comme Benjamin rappe beaucoup, pas du franglais à proprement parler, mais... de l'anglais, tu vois ce que je veux dire, comme tu rappes un peu comme un Québécois dans ta façon de parler, je veux dire, je croyais qu'en fait tu parlais de Phantom, la voiture. Ouais, la Rolls-Royce Phantom. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Moi, c'était ça. C'est vraiment un clin d'œil au film de Noiret, quoi. D'accord. Mais t'as quel âge, toi, pour... T'as 25 ans, toi? Moi, j'ai 25 ans, ouais. Parce que il est sorti en 96, le film. Ouais, j'ai fait 1 an, 2 ans. Ouais. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis né au Gabon, à Libreville. Et la vérité, c'est que nous, on avait les films 5 ans après, quoi, à peu près. Okay. Tu vois. Et les mêmes films passaient à la télé un peu tous les week-ends. C'est-à-dire que tu savais que en 2 mois, t'allais te taper Fantôme avec chauffeur au moins 3 ou 4 fois, quoi. D'accord. C'est intéressant d'avoir cette référence-là, d'avoir quel impact. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en France, c'est pas un film qui a marqué les esprits ici. Yes. Et voilà, donc tu viens d'expliquer ce pourquoi du comment. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser en compagnie d'une bande extraordinaire. Mais ça, tu le sais déjà. Ouais. Quelques secondes. Je vais commencer par Mécolo. Mécolo, toi, tu disais que tu avais connu Benjamin en janvier, c'est ça? Raconte-nous un peu. Le 24 janvier, c'est mon algo, hein, voilà. Je diguais un soir, voilà, mon activité préférée, diguer sur YouTube, et je tombe sur Benjamin Epps, je connais pas. Je me dis, vas-y, c'est mon métier, faut y aller. Et là, énervé, je me dis, mais qui est cette personne? Qui est cet homme? Quelle est cette musique? En 2021. Et du coup, je me suis un peu plus... je suis allée direct, donc j'ai digué le premier titre, c'était Plié en 5, je suis allée après direct sur S'en bat les couilles, enfin le P après Le Futur. Et en fait, j'ai juste surkiffé. Enfin, ça m'a parlé. J'avais l'impression un peu en écoutant la musique d'être un peu dans un polar et tout,
d'être dans un truc en noir et blanc un petit peu, comme dans le clip Kennedy en 2005. Yes. Donc voilà, et puis c'est des rêves qui parlent. Et moi, je trouve ce qui moi m'a le plus vraiment marqué, c'était cette espèce d'insolence. C'est trop. Genre, tu es venu clasher Alpha One, Sneezy, Nekfeu. T'es un petit provocateur quand même. C'est pas ce que je dis. Tu es venu prendre leur place. Moi, j'ai une question pour ça. Exactement. Mais alors, elle m'a coupé l'herbe sous le pied. On va te laisser parler un peu, justement, parce que t'es là pour ça. Ouais. Au début, j'ai cru que c'était une petite attaque en mode... Tu vois, genre, je viens prendre la place. Parce qu'en gros, tu dis... je paraphrase, mais tu dis, je vais arracher la place d'Alpha One, Sneezy, Nekfeu. Et en fait, après, je me suis dit, peut-être... qui veut juste prendre leur place. Il dit juste une chose après, tu vas nous le dire. Ouais, moi, il y a le côté. C'est genre la compète. Exactement. Moi, c'est la compète, c'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est là où je me suis dit, oh, ça, c'est trop hip-hop, tu vois. C'est de dire, ok, les gars, moi, maintenant, je vais manger dans votre assiette, mais en fait, en faisant mieux, en upgradant le truc, en fait. On va te laisser expliquer ça, justement. En fait, l'idée, c'est. Moi, je pense que les gars sont à un certain niveau. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés au début des années 2010, ils ont totalement chamboulé le truc. Allez, tout le monde trouvait que ça faisait old school, que c'était dépassé, mais au final, c'était un renouveau, pour le coup. On parlait de new old school. De neo old school, pour le coup. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes gars, donc les Dinos, les Sneezy, les Alpha, les Nekfeu, qui sont entre guillemets les grosses têtes aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et l'objectif pour un rookie comme moi, c'est d'aller chercher ces mecs-là. Et c'est pour ça que je dis Mamoula est jeune, donc je vais durer comme Wheezy, venu prendre les Nekfeu, les Alpha, les Sneezy. Tu vois, pour moi, c'est un objectif. Dans le morceau plié en 5. Dans le morceau plié en 5. Exactement. Aucunement une façon de... Ce n'est pas un clash, au contraire, c'est un assaut, quoi. Non, bien évidemment, quand je disais clash, c'était dans le sens où on s'entend clash dans le Peura où t'es pas en train de les 10, c'est pas un 10. Ce n'est pas un 10 du tout, c'est de la compète. C'est l'esprit, c'est vraiment l'esprit hip-hop, quoi. Tu vois, Et vous, messieurs, comment vous avez connu Benjamin? Comme ça, on va évacuer tout de suite le truc. Moi je t'ai connu par la polémique. C'est genre, je sais pas si tu suis beaucoup ce qui se raconte sur toi, les réseaux, etc. Non, pas vraiment. Je suis un peu plus Instagram. Ok. Et sur Instagram, j'ai plein de bons retours, mais je sais alors, à peu près où tout à fait tu veux m'emmener. Tu nous montreras ton Explorer, on va voir un peu ce que tu likes. D'accord. Pour être tout à fait transparent, je vais essayer d'être très rapide. Je t'ai connu par des gens qui je sais pas s'ils s'offusquaient, mais qui faisaient la France en disant putain, c'est quoi cette adaptation de West Side Gun? Dis le terme. Ouais, dis les termes. En plus, ils disent dis les termes. Oui, les gens sur Twitter disaient copie. Voilà, c'était Non, mais je comprends. Vas-y. Non, c'était ça. Et en fait, du coup, je t'ai connu comme ça, j'ai écouté. Et moi, bon, je vais pas m'épancher dessus, mais je trouve qu'il y avait quand même le charme de cet effet à la française. Et il y a quand même de la même façon, même si le parallèle est compliqué, mais avec Caris qui singeait aussi un peu ce que pouvaient faire certains rappeurs US. Il avait quand même et c'est ce qui fait que moi j'ai quand même accroché malgré la similitude, la critique et tout. Cette polémique, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'elle est fondée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai beaucoup écouté Griselda. Je pense qu'ils ont beaucoup influencé mon son, que ce soit Conway, Benny, West Side Gun, et je ne m'en cache pas, quoi. Mais on me compare à West Side Gun, on me compare à Kazé, à Kondo, Joey Badass un peu, Raphaël, à Joey Badass, même à Ron Bryce. C'est-à-dire que tout le monde entend absolument ce qu'il veut. À la fin de la journée, la vérité, c'est que oui, à un moment, West Side Gun m'a beaucoup influencé et je ne m'en cache pas du tout, quoi. Donc pour toi, c'est pas une polémique? Ah non, pas du tout, c'est pas une polémique. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est un honneur, moi, qu'on fasse un parallèle direct avec ces gars-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais le son que je fais, tu vois, aux États-Unis, c'est un peu eux les références. Tu vois. À une époque, le rap français, quand c'est Mobb Deep qui marchait, on a eu des groupes comme Lunatic, tu vois. Avec les fameux instruments Mobb Deepiennes, comme on disait. Exactement, tu vois, ça a toujours existé. Aujourd'hui, il y a des gens qui en font tout un scandale. Je comprends, mais moi, ça ne me gêne absolument pas. Je sais pas si tu gamberges là-dessus ou pas, mais est-ce que toi, tu te dis, en termes de créneau, j'aimerais séduire les fans de West Side Gun en France, ou je pense que si c'est son plan de carrière, je sais pas ce que t'en penses, Benjamin, mais il va pas faire beaucoup de thunes. C'est un peu pourri, tu vois. Voilà, est-ce que tu te dis, moi ça me fait plaisir que ces gens-là aiment ce que je fais parce qu'ils aiment la ref, mais en France. ou est-ce que je vais aller chercher des gens qui
qui écoutent pas forcément West Side Gun, etc., mais qui vont kiffer. Moi c'est mon cas, j'écoute pas énormément Griselda, mais je kiffe que ce soit fait à la française comme ça. Ouais. Non, ce ne sont pas mes seules influences. Ce sont mes influences, on va dire, contemporaines, genre 2021, quoi, tu vois. Mais la vérité, c'est que j'ai plein d'autres influences. Donc quand lesquelles, par exemple Dinos, 50 Cent, Booba... c'est marrant, on a le même accent anglais, je trouve. On a le même accent anglais, je trouve. 50 Cent. Incroyable. Non, mais c'est vrai, ça me rassure, enfin. Non, mais non, plus sérieusement, je pense que non, moi l'objectif c'est pas copier. L'objectif c'est m'en inspirer. Je pense que je suis un jeune artiste. Comme je disais tout à l'heure, je pense que j'ai encore tout à prouver. Il me reste du chemin à faire et je pense que les gens comprendront très vite que j'ai une voix aiguë comme West Side Gun a une voix aiguë et qu'au final c'est pas vraiment la même chose et que chacun va finir par trouver sa voix. Avant de laisser François intervenir, moi je voulais juste on évacue ce sujet-là et tu as très bien répondu, en tout cas tu as été complet sur ça, je pense. Toi à table, quelqu'un veut je voulais juste, moi aussi je réagir là-dessus. Je te laisse réagir là-dessus alors. J'en parlais à un moment justement avec Tom, parce qu'on parle souvent de, on s'envoie des DM sur Twitter et on parle de son nanana et on parlait de toi justement. Et moi au début j'étais un peu un haïsseur justement là-dessus. Okay. Je le dis, j'étais en mode, parce que moi pour le coup j'écoute aussi Griselda, West Side Gun, tout ça, j'écoute depuis quelques années. Mais merci de le dire sincèrement. Ouais, non, je suis transparent. Au début je disais à Tom, je trouve qu'il ne digère pas assez, qui ne s'émancipe pas assez de West Side Gun dans le choix d'instru, la cadence, le flow, tout ça. Ça c'était mon premier sentiment. Après moi je suis souvent tiraillé entre deux trucs contradictoires, tu vois. C'est que à la fois je pense que le rap français n'est pour moi qu'une excroissance du rap US et qui devrait kiss the ring, tu vois, sur le rap US, et donc je trouve ça très bien, tu vois, que pour moi ça devrait suffire, tu vois, que le rap français soit une sorte de traduction, tu vois. Et en même temps j'ai aussi ce truc en mode je suis fier dans mon rap français et on est originaux, on est performant, et puis il y a une prime à l'originalité, tu vois, j'aime bien les artistes. Donc voilà, tu vois, j'étais un peu comme ça. Donc au début j'étais en mode ah ouais bon machin, ah ouais quand même, non. Et puis en fait j'ai réfléchi, voilà, quand je vois le marché du rap français aujourd'hui, le nombre de rappeurs genre médiocres qui sont des copycats de tel ou tel rappeur, de qui tu veux, les Travis Scott, les Young Thug, les Pop Smoke, qui tu veux, et qui trouvent pourtant leur public, tu vois, sans qu'on leur fasse de procès. Je me suis dit ok, franchement, le Boog il arrive, choix d'instru, direction artistique pointue, lyrics affûtés, franchement c'est lourd, la proposition elle est là, elle est lourde, et voilà, finalement j'arrête de bouder mon plaisir, et honnêtement voilà, j'ai écouté tous les projets que t'as sortis sous le nom Benjamin Epps, je veux dire, parce que j'ai bien compris que t'avais une carrière avant, avec grand plaisir, et j'attends de voir aussi comment du coup tu vas évoluer, comment tu vas grandir, quoi. Maintenant je pense que tous les sujets ont été évoqués, entre guillemets, il arrive, on regarde, tout le monde s'y intéresse. West Side Gun, pas West Side Gun, influence, pas influence. Aujourd'hui, toi, comment t'analyses un peu ce succès un peu, parce que c'est un vrai succès entre guillemets dans le microcosme du rap en tout cas. Ouais, carrément. Comment tu l'analyses toi ? Bah écoute, j'arrive pas à bien réaliser ce qui est en train de se passer. Je sens qu'il se passe un truc quand même. Ouais, mais c'est clairement. C'est-à-dire que tu te réveilles, on te dit Mécolo a posté, Driver a posté, tu vois, les gens qui ont une influence, une grande influence ou moins grande influence dans le milieu. Moins grande, tu parles de Mécolo, ça. Sans pas pour elle. J'ai rien dit. Non, mais moi j'assume, c'est pas très grave. Tu vois, ouais. Et ça fait juste plaisir, quoi. Et tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un mécanisme qui commence à se mettre en place, tu vois. Il y a plein de gens qui pensaient comme le frérot et qui sont en train de se dire au final, est-ce qu'on peut pas juste laisser la musique parler, profiter, parce qu'en fait, au départ, moi je voyais ça. Quand j'ai eu les retours, je me suis dit, les gens font, ouais, tu vas pas nous la faire à nous, on sait d'où ça vient, tu vois. Mais en vérité, je ne le cache pas et je ne l'ai jamais caché, quoi. Moi, je suis un fan de Nas, de Jay-Z, du rap new-yorkais, quoi. Tu vois, autant ça m'inspire quand j'écoute Jay-Z, autant ça m'inspire quand j'écoute Conway, quand j'écoute West Side Gun, tu vois. Et donc, tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer en ce moment,
je trouve que c'est génial. J'arrive pas à m'en rendre compte parce que Covid, parce que masque, donc tu réalises pas forcément parce que personne ne t'arrête, les gens te reconnaissent pas, il n'y a pas de concert, tu peux pas vraiment évaluer le comment, le pourquoi du comment. Mais je reçois beaucoup de love sur Instagram. Je vois sur YouTube les commentaires sont positifs. On me fait plein de bons retours, donc je suis vraiment content. Je pense que ton premier concert, je pense que ton agence de relations presse et tout ça, ton entourage, tout ça globalement, c'est exactement comment ça va se passer. Je pense qu'il suffit d'inviter tout le microcosme rap avec un peu de champagne et je pense qu'on va passer une excellente soirée. Parce que moi j'ai juste hâte de te voir sur scène. Ah oui, j'ai hâte. Je sais pas pourquoi je t'imagine dans une scène comme avec la Cigale, la boule noire, un peu vraiment très sombre, avec peu de monde, très lugubre, vraiment avec un live band. Un vrai délire. Ah, moi je sais pas, moi live band, je sais pas. Moi ça dépend, tu vois. Si c'est pour une petite salle, je serais moins sur c'est comme si nous on allait faire l'ADA du concert. Moi je serais moins pour un live band. En tout cas, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. On est ravis parce que c'est à contre-courant, mine de rien, de ce qu'on nous propose actuellement. Mais pas tant que ça en fait. Moi je trouve pas que c'est tant justement, je pense que c'est pour ça que ça nous parle tous en ce moment. C'est pas à contre-courant parce que on est forcé d'être chez nous et en fait d'écouter de la musique maintenant. Toi, t'es une initiée, mais Colo. Mais même pour moi, quand je suis sur les réseaux, Benjamin Epps, ça arrive dans les oreilles de gens qui seraient jamais allés faire comme toi la démarche quand t'es chez toi le soir à chercher jusqu'à minuit. Ouais, mais ça. Non, je parle vraiment pas. Je parle de vraiment cette espèce d'engouement en fait là en ce moment pour le rap de kicker en fait, parce que là pas de boîte de nuit, pas de zumba, pas de chicha, pas de zumba. Ah là, c'est clair. Donc du coup, je pense que en fait tous les rappeurs qui sont de cet acabit, donc qui vont être des kickers, et ben ils prennent cette espèce d'autoroute là en fait qui leur permet en fait je pense de briller en fait. Benjamin il nous disait juste une chose juste avant, qu'il disait il faut laisser la musique parler, c'est ce qu'on va faire dans quelques secondes. Ouais. On va s'écouter à titre perso, c'est moi qui l'ai demandé tout à l'heure, j'ai dit est-ce qu'on peut passer ce morceau là. Dieu bénisse les enfants. Exactement. Tu veux qu'on pleure ici là. Dieu bénisse les enfants qui est Let's exceptionnel. go. On va se l'écouter, on va revenir rapidement après sur ce morceau. Ouais. Après il y aura un live, après on rediscutera de tout ça. Jacques, juste quand tu lances le morceau, fais glisser ton doigt, mais calmement, tu vois. Yes. Dieu bénisse les enfants. Ce son, il fait chialer quand même. De Benjamin Epps. Benjamin, ça va ? Bah ça va très bien. Je suis content d'être là. Franchement, je suis content d'être là. Ce morceau qu'on adore, il est un peu, mine de rien... À contre-courant. Non, dans le projet, il sort un peu de... J'ai l'impression qu'il sort un peu du projet. Parle-nous un peu de ce morceau. J'ai besoin de le comprendre. Ouais. Alors, comme je disais, je crois que j'ai dû raconter le truc 5000 fois, tu sais. Je disais, tu nous dis en si fait, on te fait moi, chier, non, pas du tout. En fait, ça fait un moment que je vis en France, et du coup, moi, j'ai mes frères qui vivent au Gabon encore. D'accord. Et tu vois, et j'ai pas vu mes neveux et nièces venir au monde. Et j'ai l'impression qu'ils grandissent hyper vite, tu vois, certains ont des téléphones, ils ont 9 ans, ils ont 6 ans, ils ont 3 ans. Et je me dis, le monde va super speed. Et on vit dans une société où j'ai l'impression que les enfants sont un peu regardés comme des adultes en miniature, tu vois. Pour la petite anecdote, moi j'ai bossé dans un Leclerc pendant 2 ans. Et le nombre de gamins que j'ai vu dans un caddie avec un téléphone, nombre de gamins, mais quand je te dis gamin, je te parle de 2 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Très tôt, les gamins sont hyper exposés. Et ce morceau-là, c'était une façon pour moi de dire qu'il faut qu'on protège les enfants. D'où le Dieu bénisse les enfants pour les crédules et les incrédules. Veuillez m'excuser. Mais voilà, c'était ma façon à moi de dire que les enfants méritent un peu plus d'attention et un peu plus de protection, quoi. Dans le monde, en 2021, quoi, en vérité. D'accord. En plus, ça fait écho à ça des sujets d'actualité quand même, parce totalement. Que les enfants sont quand même pas bien protégés dans ce pays. On va pas rentrer là-dedans, mais voilà, ça fait écho à ça. On va parler politique, mais voilà, et quoi. plus globalement, ce projet, la rencontre avec le chroniqueur Sale, comment ça s'est fait ? Comment vous avez cette idée ? Chroniqueur Sale, on a des amis en commun. D'accord. Et un peu avant que je ne sorte Le Futur, il avait écouté quelques morceaux. Donc il m'a contacté et je lui ai donné ma parole. Je lui ai dit, bah écoute, quand je sors Le Futur, je ne savais pas ce que Le Futur allait faire en vérité comme bruit. Je lui ai dit, écoute, quand je sors Le Futur, on rentre en studio juste après, on enregistre un truc et si ça me plaît, on le sort, tu vois.
J'ai sorti le futur. Il y a eu les retours qu'on connaît tous. C'était juste une bénédiction pour moi et ça m'a permis donc de tout de suite après enchaîner avec le chroniqueur. On a fait un peu le projet à distance en vérité, mais avec Zoom et tout et toute la technologie, ça devient un peu plus simple. D'où l'espèce d'alchimie que tout le monde peut ressentir sur le truc. Et donc voilà, on a enregistré le projet comme ça, juste un peu après le futur. C'est un bon gars, franchement, il m'a mis bien. Il a fait les prods, il a envoyé des prods. Et en fait, on a enregistré 8 morceaux. D'accord. Il y a un morceau qu'on a laissé de côté, on a pris tous les 7 autres morceaux, quoi. C'est-à-dire qu'on était totalement satisfait de ce qu'on avait fait, quoi. Voilà. Okay, donc, chroniqueur, si tu m'écoutes, merci pour le projet, mon gars, c'est incroyable. Bah, c'est une belle alchimie, hein. On sent que c'est un gros travail et force à lui parce que les prods sont vraiment exceptionnels. Ils sont bien. C'est très cohérent. Mais d'ailleurs, on est plongé dans un vrai univers. En termes de fréquence de sortie, parce qu'en général, on sort un projet qui fait un peu de bruit. On peut être rapide, on sort un morceau, quoi que ce soit. Là, c'est très rapide entre décembre et quasiment. C'est quoi le rythme que tu t'imposes là, en fait? Bah écoute, comme je te disais au départ, moi je considère que je n'ai absolument rien accompli. Je discutais avec une amie tout à l'heure qui faisait une super analogie et disait pour le moment je suis en train de gonfler le ballon et j'essaie de le gonfler et pas le percer, tu vois. J'essaie de le gonfler et de le garder le plus gros possible sans le faire éclater. Et donc l'idée c'est vraiment d'aller progressivement. Là j'ai sorti un premier EP en décembre, là je viens de sortir un deuxième EP. À mon avis, il y aura un troisième EP avant l'album. Je pense que l'album maintenant tout de suite après, ce serait trop prématuré. Le troisième EP cette année? Le troisième EP cette année, sûr. Voilà. Inexclu. Choisis bien le film. Cette fois-ci. Je n'en dirai pas plus. On va s'écouter un live, mais parle-nous du. On va s'écouter. Enfin, tu vas nous faire un live. C'est Notorious. J'adore l'imagerie. Est-ce que juste avant le live, très rapidement, avant que tu te mettes en condition, tu nous racontes un peu pourquoi avoir choisi ce morceau comme ça en premier single? Ouais. Parce que je crois que c'est le dernier morceau que j'ai enregistré. D'accord. Ce morceau-là, je l'ai enregistré. Parce que premièrement je crois que je regardais déjà, il y a une série sur Netflix, Unsolved, je crois, c'est ça le nom de la série. On parle un peu des meurtres les trucs non résolus. Ouais. C'est la première, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a le documentaire moi je pensais au doc. Qui m'a j'ai failli chialer, quoi. C'est juste incroyable le respect que le mec avait pour sa mère, sa vie de gangster, mais pas tout à fait, tu vois, gangster dehors, bon enfant à la maison, tu vois, c'est le succès, les femmes et tout, c'est une vie totalement inspirante, quoi, tu vois. Pour moi t'as été réactif parce que c'est pas sorti il y a si longtemps. Non, c'est pour ça que je te dis que c'est le dernier morceau que j'ai posé, quoi, tu vois. Pour moi et aussi pour ce que Biggie représentait pour la culture, quoi. Tu vois, c'était un mec, il rentrait pas dans les codes, il était balèze, mais il était hyper fort, hyper sûr de lui. Il passait le temps. Il avait un strabisme et tout. Il est dégueulasse en fait. Mais rapologiquement parlant, il est trop fort. Il était presque un berbe, tu sais, il avait de la barbe qui poussait ici, qui poussait en patch. Peu ici, voilà, c'est ça. Et tu vois, pour moi, c'est la définition du hip-hop, quoi. Il défie les codes. Et il arrive à réussir. Très bien, tu nous as très bien introduit ce live-là.